Je m'appelle Simon Johannin, j'ai 25 ans. Je suis là parce que j'ai écrit L'été des charognes, que j'ai publié en janvier dernier, 2017. Je suis dans une école d'art, j'ai fait une école d'art avant ça, j'ai un parcours qui est plus plastique à la base. Voilà, je m'intéresse aussi beaucoup aux images. J'essaye un peu de travailler la relation entre l'image et le texte. Et voilà, tu vois, j'en suis à me dire qu'au final, le texte est souvent autonome, quoi. Je dirais que L'été des charognes, c'est un roman raconté à la première personne par un jeune garçon dont on ne sait pas le prénom, qui n'est pas moi, et qui va raconter son quotidien, tout simplement, sa vie dans un trou paumé, mais qui pour lui est sans doute le centre du monde, voilà, d'un bout de la France qu'on situe vaguement dans le sud, mais sans trop d'informations non plus, et voilà, qui va raconter son quotidien, et dans un univers qui est assez âpre, assez austère, mais qui veut le mener à chercher le maximum de lumière, quoi. Je dirais que c'est ça en quelques mots. Il y a beaucoup de choses que je raconte, que j'ai vécues moi-même, ou que j'ai entendues, ou que j'ai vues. Souvent les trucs qui sont le plus what the fuck d'ailleurs, toutes les histoires de gamins bourrés, de gamins qui ramènent leurs parents bourrés, ou de vieux bizarres au fond des caravanes chez qui on va chercher des bonbons, ou de vieilles chez qui on va parce que c'est la seule télé du coin. Tout ça, c'est un espèce de micmac de mon enfance et de plusieurs enfances, voilà, des gens avec qui j'ai grandi. Alors, et aussi beaucoup des personnes de passage. Tous les personnages qui sont de passage dans le livre, qui meurent ou qui vont et qui viennent, sont aussi des gens qui m'ont marqué, des espèces d'archétypes comme ça qui m'ont marqué dans mon enfance. Alors après, je les décris pas spécifiquement tels que moi je les ai vus, mais je m'en inspire pour créer des êtres qui vont influencer le narrateur, tout simplement, quoi. Donc il y a beaucoup de vrai, il y a beaucoup de faux, donc c'est une question qui est compliquée, quoi. C'est pas du tout une autobiographie, mais en même temps il y a beaucoup de choses qui sont très personnelles. Mais voilà, c'est pas mon histoire. Jonas n'existe pas. Mon père ne me tapait pas dessus spécialement, ou ce genre de choses. Il y a pas de. C'est assez flou, en fait. Je sais pas trop quoi te répondre. Le curé, il avait qu'une seule envie, c'était de retourner dans sa vallée où les gens savent sans doute se tenir mieux qu'ici. Alors vite, on est passé au cimetière. Dedans, les hommes, ils avaient ouvert un grand trou. Et comme c'est un très vieux cimetière avec déjà plein de morts dedans, forcément, en creusant, ils étaient tombés sur des gens qui pourraient là depuis longtemps, même qu'il n'y avait plus rien dessus, rien que les os. Ils avaient fait un tas avec dans un coin, le temps qu'on mette la vieille dans le trou pour ensuite les relancer dedans par-dessus avec la stère, histoire que chacun retrouve sa place. Avec Jonas, on aime bien les os. Alors pendant qu'ils étaient autour du trou à pleurer et à raconter encore des conneries ou des souvenirs, nous on s'est approchés du tas et on en a pris quelques-uns qu'on a mis dans nos caleçons pour pas que ça se voie. Jonas, il a même planqué un crâne derrière une dalle pour revenir le chercher plus tard. On a fait le reste de la cérémonie avec des bouts d'os qui nous piquaient le cul, tellement qu'on n'arrêtait pas de bouger, et quand le père de Jonas il lui a mis un coup de pied dans le sien de cul pour qu'il se calme, ça a fait un gros craquement. Et son père, il était trop bourré, alors il n'a pas fait attention, ce qui n'était pas plus mal, parce que je crois bien qu'on était les seuls à comprendre l'intérêt de se foutre des ossements humains dans le cul pour être sûr de les garder plus tard. Ils ont descendu le petit cercueil dans le trou en s'aidant avec de la vieille corde, puis on a tous jeté de la terre dessus, même qu'elle collait bien à la terre. On en avait tous plein les mains en sortant de là. Les hommes ont fini de reboucher le trou avec des pelles pendant qu'on allait à plusieurs chez un des gars faire sécher nos vêtements, parce que les mères, elles commençaient à gueuler qu'on reste comme ça sous la pluie. On s'est tous mis à poil devant la grande cheminée, et son père, au gars, il s'appelle Lucas, il nous a fait chauffer du lait. Le lait, c'était celui de sa vieille vache toute maigre et qui sent le tournis à peine sorti du pis. Tellement que chauffer, ça m'a donné le vertige. Rien qu'à l'odeur, j'avais l'impression que c'était comme la fois où, avec mon frère, on a mis de l'ammoniac dans de l'eau bouillante pour faire une potion et qu'on a respiré tout ce qui sortait du seau. Ce jour-là, j'ai eu l'impression qu'il avait beaucoup plus de dents dans la bouche que d'habitude, mon frangin. J'ai rien cherché à traduire, j'ai écrit ce qui me plaisait d'écrire, tu vois, si je voulais passer la semaine d'après parce que j'avais la flemme de faire quelque chose qui était de manière complètement linéaire ou quoi, c'est un espèce de film ininterrompu de pensée qui s'est posé sur le papier, il n'y a pas vraiment de conceptualisation derrière ou quoi, c'est un mouvement assez brut, comme je te le disais tout à l'heure en off. J'ai vraiment découvert ce que c'était l'écriture au moment où je m'y suis mis, et du coup il y avait tout qui se passait en même temps, la naissance du texte et moi, ma découverte du médium, quoi. Et donc, du coup, j'ai pas de calcul spécial où c'est très instinctif. Je suis assez à l'image du narrateur, pour le coup, dans son mouvement, dans le territoire. Voilà, lui,
il va renifler les crottes, les cadavres et les feuilles. Moi, je reniflais avec lui par où il fallait que j'aille, quoi. Donc ouais, c'est très naturel. C'est très spontané, quoi. Non, au début, j'ai vraiment écrit pour moi. Et après, à partir du moment où je me suis rendu compte que j'arrivais à un certain volume et que potentiellement ça pouvait faire un livre, j'ai eu besoin de me dire que je le faisais pas pour rien et que voilà, je visais une publication et sans savoir si ça allait se faire ou pas, j'en savais rien du tout à ce moment-là. Mais ça m'a aidé juste à bosser en fait, parce que sinon ça se fait pas tout seul. Il faut des bonnes raisons de le faire. Et après des moments clés. Oui, il y en a eu plusieurs. Il y a eu là, forcément la rencontre avec mon éditeur, ça a été un moment clé puisque c'est vraiment. J'ai eu la chance de travailler avec quelqu'un qui a eu envie de faire le livre tel que moi je voulais le faire aussi, et voilà, qui n'a pas pris le texte en se disant il y a du potentiel, mais on va faire un peu autre chose. Il a vraiment pris le texte comme il était, et avec l'idée de le rendre le mieux possible et d'enlever ce qu'il y avait à enlever, quoi. Mais donc il y a eu ça, et puis. Je pense que les premières lectures où j'ai fait lire à mes proches, où on m'a dit, je les ai vus se marrer en fait, où ils m'ont dit ouais c'est drôle, c'est cool, continue, tu vois. Et juste des petits mots comme ça qui sont tout bêtes mais qui viennent de personnes dont la vie compte vraiment et au final c'est ça qui te pousse, quoi. C'est PNL. C'est que du PNL pendant l'été des charognes. Et ouais, parce que c'est. J'aime bien d'une part, et puis j'écoute beaucoup de musique quand j'écris, et en même temps il faut que j'écoute une musique où le texte n'est pas hyper appuyé, où ne me prend pas trop le cerveau, parce que sinon je ne pense pas à ce que j'écris, je pense à ce que j'écoute. Et PNL, il y avait ce côté un peu planant, où des fois, souvent c'est des phrases qui ne veulent pas dire grand-chose pour moi, donc ça ne me pose pas de problème de les entendre, ou voilà, ça me prend pas le texte, et puis à force, voilà, c'était vraiment une bande-son assez idéale, quoi, pour pouvoir écrire, et en même temps avec une rythmique qui est là et sur laquelle je me cale aussi pour écrire. Donc voilà, il y a eu beaucoup de ça, beaucoup de techno aussi. Voilà, beaucoup d'acide des années 90. Voilà, enfin c'était. Ouais, ça dépend à quel moment j'écrivais, tu vois, parce que j'ai aussi. Ouais, ça dépend si c'est la nuit ou le jour. Mais voilà, généralement c'est ça, quoi. C'était ça. Un livre de chevet. L'éveil du printemps de Frank Wedekind, un film culte Showgirl, Paul Verhoeven, et une chanson qui me trotte toujours dans la tête, avant la douane de Jul, j'arrive pas à la sortir celle-là. En fait, d'une manière générale, ce qui est écrit sur le livre et ce qui se passe autour et ce que les gens produisent à partir du livre, je m'y intéresse, mais je m'y intéresse pas trop non plus. Enfin, c'est pour moi, ça fait partie de la vie qu'il y a après le livre, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le moment de l'écriture, le moment où je donne le livre, où j'en parle un peu, et puis après, voilà, je sais que par exemple, ça m'est arrivé d'en parler souvent, en presse écrite, il y a peu de place pour la littérature dans plein de magazines, tu vois. Une rédactrice d'un magazine féminin, elle va avoir un feuillet de 1500 signes pour parler d'un bouquin, donc forcément, il va falloir faire des associations et trouver en 3 phrases le truc qui fait qu'on arrive à peu près à comprendre de quoi ça parle. Donc il y a plein d'enjeux différents. Après, des fois, c'est un peu chiant quand c'est toujours les mêmes noms ou quand c'est des gens où je considère que j'ai absolument rien à voir avec eux, tu vois. Mais bon, je dois faire la même chose de mon côté quand je parle d'autres personnes. Donc, tu vois, je m'occupe pas vraiment de ça, quoi. Quand j'ai commencé à me rendre compte que j'étais en train d'écrire un livre, les 3 axes que j'ai choisis, c'est à peu près ceux que tu as nommés. J'étais assez intrigué par le rapport entre l'enfance et la mise à mort des animaux, pour tout simplement d'avoir été souvent spectateur étant gamin. Et voilà, ça m'intéressait de construire un personnage qui, lui, se construit dans un univers où il voit souvent ça. Donc il y avait ce rapport à la violence envers les animaux, et le rapport au territoire aussi, quoi. Donc tout ça s'est mélangé. Alors il me fallait, après je suis parti d'une structure assez classique, avec aussi une histoire de filiation, voilà, des familles, 2 familles qui sont l'une côté à l'autre. En fait, j'ai pris tout simplement le chemin dans lequel moi j'ai grandi. Le hameau que je décris est assez ressemblant à celui dans lequel moi j'ai vécu enfant, à savoir 3 maisons, 2 familles, peu d'enfants et peu d'adultes. Et voilà, des liens qui sont comme forcés par le territoire, parce que s'il n'y a pas de solidarité entre les habitants, d'une certaine manière, c'est invivable, quoi. Et bon, c'est une drôle de solidarité, je te le concède, mais voilà, c'est des manières de vivre.
Qu'est-ce que ça veut dire habiter? Ah, attends, je suis très casanier, moi. Je suis très casanier. Je suis très une pièce pour soi. Voilà, je pense qu'il y a un minimum d'espace vital. Voilà, il faut un espace personnel. Donc c'est pour moi, l'habitat, c'est d'abord ça, tu vois, d'avoir un endroit où tu peux construire ton intimité, où t'es pas soumis à une promiscuité, où voilà, t'as ton espace pour ta personne, quoi. C'est déjà la base. C'est la chance que j'ai eue, en tout cas, je m'en rends compte maintenant, d'avoir vraiment de la place pour moi, de la place pour expérimenter des choses, pour découvrir mon corps, voilà, pour être tranquille, quoi. En fait, elle a toujours vécu à l'auberge, même qu'elle l'a tenue à l'époque où c'était encore ouvert. L'auberge, c'est une vieille bâtisse en pierre qui surplombe la route. Il y a une toute petite maison à côté et 5 autres un peu partout autour qui sont toutes en ruine avec des arbres qui poussent dedans. Elles servent d'abri aux poules et aux oies de la vieille. La télé de Didi, c'est la seule à l'avoir dans les 5 km à la ronde. Alors tous les morveux du coin, on va souvent traîner là-bas, surtout le mercredi après-midi et le dimanche. D'ailleurs, quand on est arrivé avec Jonas, on a vu que les copains étaient déjà là, puisqu'il y avait 4 ou 5 vélos posés contre l'abri du chien. C'était les vélos de ceux du haut. On les appelle comme ça parce qu'ils habitent en haut de la colline. Nous, on est dans le creux, au bord du ruisseau, quelques kilomètres en dessous. Un peu moins si on passe par les champs. Je découvre là, je suis content parce que voilà, j'ai rencontré plein de gens, j'ai fait plein d'expériences, j'ai découvert plein de choses, etc. Le but, c'est d'écrire le deuxième livre que je suis en train d'écrire en ce moment. Donc voilà, le but, c'est de rebondir sur un projet sur l'autre. Après, c'est assez marrant parce que je me retrouve aussi dans des situations où je suis plébiscité par des milieux auxquels je ne m'attendais pas du tout à recevoir de la sympathie, ou voilà, où il y a plein de choses qui sont un peu bizarres, quoi, mais qui sont assez drôles à vivre. Donc tout ça est très inspirant, je te dirais. Mais non, c'est super, quoi. C'est vraiment c'est une belle aventure. Et puis surtout, au moment où j'écrivais le livre, jamais j'aurais pensé qu'il trouverait un écho comme ça et que je me retrouverais à passer sur France Culture, à la télé, enfin voilà, où tu commences une émission de radio et on te met une citation d'un mec que tu connais pas par un mec que tu connais pas, tu vois, tu te dis ok, yes, merci les mecs. Mais au final c'est drôle parce qu'après derrière je réécris et je taille tout ça, il y a plein de choses à faire, quoi. Donc ouais, non, c'est chouette, après on verra. Le but c'est de pas se tromper, quoi, de pas faire de la merde, pas faire des trucs pour faire des trucs et pas juste produire pour produire, mais c'est pas, voilà, pas tomber dans des pièges, quoi, mais sinon tout va très bien.